Bonjour à tous. Il existe des livres qui cherchent à démontrer une vérité, d'autres qui proposent une doctrine politique ou morale, et d'autres encore qui semblent partir d'une question si fondamentale qu'elle précède presque toutes les autres. Le mythe de Sisyphe, publié par Albert Camus en 1942, appartient à cette dernière catégorie. Camus ne commence pas par se demander ce qu'est la justice, ce que nous devons faire ou comment organiser la société. Il commence par une interrogation plus radicale. La vie mérite-t-elle d'être vécue ? Avant de discuter de morale, de liberté ou de bonheur, il faudra en effet savoir pourquoi nous acceptons de continuer à vivre. Si l'existence ne possède aucune signification supérieure, si nos actions finissent par disparaître, si la mort détruit tous nos projets, pourquoi alors persévérer ? Et cette question n'est pas seulement théorique, puisqu'elle apparaît parfois au milieu d'une existence ordinaire, dans le silence d'une chambre, au réveil, dans les transports ou au cours d'une journée de travail. Les gestes que nous répétons, ou que nous répétions d'ailleurs jusque-là, sans y penser, peuvent soudain perdre leur évidence. Se lever, se laver, travailler, manger, dormir, puis recommencer. Et nous découvrons alors que l'essentiel de notre vie repose sur des habitudes. Et tant que ces habitudes fonctionnent, nous avançons sans avoir à justifier chaque mouvement. Mais lorsqu'elles se fissurent, une interrogation apparaît, c'est « pourquoi faisons-nous tout cela ? Pourquoi ? Vers quoi ? Au nom de quoi ?» C'est ce que Camus appelle absurde. C'est la tension qui naît de cette confrontation entre le besoin humain de comprendre et le silence du monde. L'absurde n'est donc pas simplement le chaos, le malheur ou l'absence d'organisation, mais il ne signifie pas non plus que rien n'existe ou que toutes les idées se valent, il désigne en réalité un rapport. D'un côté, l'être humain exige de la clarté, de l'unité, de la cohérence. Il voudrait que sa vie possède une direction, que ses souffrances aient une raison, que l'univers réponde à ces questions. Et de l'autre côté, le monde existe sans expliquer pourquoi. Le monde ne promet ni justice finale, ni récompense, ni destination évidente. Il demeure là, opaque, étranger à nos attentes. Et l'absurde naît de la rencontre entre ces deux réalités. L'appel humain et le silence du monde. Et tout le problème de Camus consiste alors à déterminer comment vivre sans supprimer l'un des deux termes de cette contradiction. Faut-il supprimer celui qui pose la question, en mettant fin à ses jours, ou faut-il supprimer le silence du monde, en inventant une réponse métaphysique, ou encore faut-il maintenir la contradiction, la regarder en face, et apprendre à vivre en elle ? Et c'est ce troisième chemin que Camus nomme la révolte. Avant de devenir un concept philosophique, l'absurde est d'abord une expérience. Alors, il ne se présente pas nécessairement sous la forme d'un raisonnement. On ne se réveille pas un matin avec une démonstration parfaitement construite sur l'inutilité de l'existence. L'absurde surgit plutôt comme un décalage. Quelque chose qui nous paraissait naturel cesse soudainement de l'être. Camus prend notamment l'exemple de la répétition quotidienne. Pendant des années, une personne suit le même rythme, elle se lève, prend les transports, travaille, mange, reprend les transports, fait à dîner, dîne et dort. Et puis un jour, une question apparaît, pourquoi ? Et ce simple mot peut suffire à interrompre l'automatisme. La fatigue ne concerne plus seulement le corps, mais elle atteint la structure même de l'existence. Et nous comprenons donc que nous vivions jusqu'alors par habitude. Nous ne choisissions pas chaque jour de continuer, nous continuions parce que la veille avait conduit au lendemain et parce que l'organisation sociale nous portait comme un courant. Le sentiment de l'absurde commence lorsque cette continuité se brise. Alors le décor demeure certes identique, mais quelque chose a changé. Il ne paraît plus familier. La rue que l'on connaissait devient étrangère, les gestes des autres semblent mécaniques. Notre propre visage dans le miroir peut nous apparaître comme celui d'un inconnu. Objectivement, la réalité n'a pas changé. C'est plutôt notre adhésion spontanée à cette réalité qui s'est affaiblie. Et Camus décrit ainsi plusieurs expériences susceptibles de révéler l'absurde.
Il y a la lassitude de la répétition, l'étrangeté du monde, la fuite du temps et évidemment la certitude et la conscience de la finitude de la vie et donc la certitude de la mort. Et nous vivons généralement en projetant notre existence vers l'avenir. Il faut terminer ce projet, terminer ce travail. Nous allons changer de situation, on va voyager, on va rencontrer quelqu'un, on va accomplir enfin ce que nous remettons au lendemain depuis plusieurs années. Alors, certes, cette projection est nécessaire, elle donne une direction à nos actions, mais elle contient une contradiction. Nous vivons comme si l'avenir nous appartenait, tout en sachant qu'un jour, il n'y aura plus d'avenir pour nous. La mort ne constitue donc pas seulement un événement situé à la fin de la vie, elle transforme rétroactivement la signification de tous nos projets. Pourquoi construire si tout doit disparaître ? Pourquoi aimer si toute relation sera séparée par la mort ? Pourquoi rechercher absolument la reconnaissance si, de toute façon, ceux qui nous reconnaissent ou nous reconnaîtront disparaîtront également ? Pourquoi accumuler des connaissances, des souvenirs ou même des biens dont nous serons à terme nécessairement privés ? Ces questions ne prouvent pas que la vie n'a aucune valeur. Elles révèlent que la valeur de la vie ne peut pas reposer simplement sur sa permanence. Rien de ce que nous faisons n'est éternel. Camus ne cherche donc pas à consoler le lecteur en minimisant cette réalité. Il refuse de détourner le regard. L'absurde commence avec la lucidité. Et c'est là qu'il est important de distinguer la pensée de Camus d'un nihilisme simplifié, puisque dire que l'existence ne possède pas de sens métaphysique évident ne revient pas à dire que rien n'a d'importance. Le nihilisme, dans son sens le plus radical, je dirais une forme de nihilisme suranien, affirme que les valeurs n'ont aucune réalité, que les distinctions morales sont illusoires et que, rien ne mérite d'être préféré à quoi que ce soit. Camus, lui, ne défend absolument pas cette position. Il ne dit pas que l'amour, l'amitié, la création, la justice ou même la liberté sont dépourvues de valeur. Il dit que ces valeurs ne sont pas garanties par une architecture supérieure du monde. Elles ne descendent pas du ciel sous la forme d'un ordre incontestable. Elles sont en réalité vécues, créées, éprouvées et défendues par les êtres humains. Et cette distinction est là aussi fondamentale, puisque l'absence d'un sens absolu ne supprime pas tous les sens particuliers. Le monde ne nous explique peut-être pas pourquoi nous devons aimer, mais l'expérience de l'amour peut posséder une valeur réelle pour celui qui la vit. L'univers, même chose, ne garantit pas la justice, mais cette absence de garantie ne rend pas l'injustice acceptable. La mort, oui, détruit nos existences individuelles, mais elle ne rend pas équivalente une vie de cruauté et une vie de solidarité. Camus se méfie d'ailleurs précisément du passage trop rapide entre deux propositions différentes. Première proposition, c'est « la vie n'a pas de signification transcendante démontrable ». Deuxième proposition, c'est « la vie ne vaut rien ». Il faut savoir que la seconde ne découle pas nécessairement de la première. C'est-à-dire que la vie ne vaut rien, non pas parce que la vie n'a pas de signification transcendante démontrable. En réalité, nous pouvons même formuler l'hypothèse inverse, c'est que si aucun sens ne nous est imposé, chaque expérience concrète reçoit une responsabilité nouvelle. Puisque rien ne garantit que la justice triomphera après notre mort, nous avons davantage de raisons de combattre l'injustice maintenant. Puisqu'aucune éternité ne nous rendra le temps perdu, chaque instant possède une valeur particulière. Et puisque l'existence est fragile, elle peut être aimée, non malgré sa fragilité, mais en raison même de cette fragilité. Et donc, Camus ne célèbre donc pas le néant, il cherche une manière de vivre sans mentir. Et Camus place la question du suicide au commencement de son essai. Son raisonnement est d'ailleurs assez simple. Si l'on conclut que la vie ne mérite pas d'être vécue, les autres problèmes philosophiques deviennent complètement secondaires. Savoir si le monde possède 3 dimensions, si l'esprit est distinct du corps, ou si l'histoire obéit à des lois déterminées, finalement, tout ça importe très peu à celui qui décide de ne plus vivre.
Et le suicide paraît ainsi constituer une réponse possible à l'absurde. Si la contradiction entre notre besoin de sens et le silence du monde devient insupportable, eh bien nous pourrions être tentés de supprimer celui qui souffre de cette contradiction. Mais pour Camus, le suicide ne résout pas philosophiquement l'absurde. Il le supprime. Et oui, car par définition, l'absurde existe seulement tant qu'un être humain conscient confronte son exigence de sens à un monde qui ne lui répond pas. En supprimant la conscience, eh bien on supprime la confrontation. On ne démontre pas que la vie était indigne d'être vécue, on rend simplement impossible toute nouvelle interrogation. Et Camus refuse donc de considérer le suicide comme la conséquence logique de l'absurde. Reconnaître l'absence de sens ultime ne conduit pas nécessairement à refuser l'existence. Au contraire, l'absurde peut même devenir une raison de vivre plus intensément. Mais il faut néanmoins éviter un contresens important. Camus ne prononce pas une condamnation morale simpliste contre les personnes qui se suicident. Il ne les décrit ni comme des lâches, ni comme des coupables. Son sujet est philosophique. Il examine la cohérence d'une réponse et non la valeur morale d'une personne en détresse. La souffrance psychique réelle ne se réduit jamais à une équation philosophique. Un individu peut être conduit au suicide par une dépression, un traumatisme, l'isolement, la douleur physique ou l'effondrement de ses conditions de vie. Le raisonnement de Camus ne remplace ni les soins, ni l'aide, ni la présence humaine. Son projet est différent. Il veut savoir si la découverte de l'absurde oblige intellectuellement à mourir. Sa réponse est non. Mais en dehors du suicide physique, il y a aussi le suicide philosophique. Car le suicide physique n'est pas la seule manière d'échapper à l'absurde. Et Camus identifie une autre forme d'abandon, c'est ce qu'il appelle le suicide philosophique. Il vise notamment les penseurs qui reconnaissent d'abord l'absence de fondement rationnel du monde, mais qui quand même accomplissent ensuite un saut vers une vérité transcendante. Selon lui, ces philosophes regardent l'absurde, puis refusent d'en supporter les conséquences. Ces philosophes, par exemple, constatent que la raison humaine ne peut pas donner une explication totale de l'existence. Mais au lieu de demeurer dans cette limite, ils transforment l'impossibilité de comprendre en justification de la foi. L'incompréhensible devient Dieu, l'irrationnel devient transcendance, et l'échec de la raison devient la preuve qu'il faut dépasser la raison. Et Camus critique notamment cette démarche chez certains penseurs existentiels et religieux. Alors, il ne prétend pas démontrer que Dieu n'existe pas, son argument est même d'ailleurs plutôt limité. On ne peut pas partir de l'absence de preuves pour transformer ensuite cette absence en certitude. Le besoin d'une réponse n'est pas lui-même une réponse. Désirer que la vie possède un sens ne prouve pas qu'elle en possède un. Et Camus veut donc maintenir une discipline de la pensée. Il ne faut affirmer que ce que l'on peut réellement soutenir. Si nous ne savons pas pourquoi le monde existe, nous devons accepter de ne pas savoir. Et si nous ne pouvons pas démontrer l'existence d'un ordre supérieur, eh bien nous ne devons pas introduire uniquement pour calmer notre inquiétude. Et cette position est exigeante, évidemment, car elle refuse les consolations métaphysiques. Mais elle pose également un problème. Toute foi, F-O-I, est-elle nécessairement une fuite ? La religion consiste-t-elle toujours à inventer une réponse afin de ne pas affronter l'absurde ? On peut contester évidemment Camus sur ce point. Pour un croyant, la foi ne constitue pas nécessairement une conclusion destinée à remplir une vie logique. Elle peut être une expérience, une tradition, une confiance, et même une relation au sacré qui ne prétend pas se présenter comme une démonstration scientifique. Camus juge la foi depuis les exigences de sa propre méthode, ne rien affirmer qui dépasse l'expérience certaine. Mais le croyant pourrait répondre que toute existence humaine contient des engagements qui ne reposent pas sur une preuve absolue. Nous faisons confiance, nous aimons, nous promettons, nous agissons, sans connaître toutes les conséquences. Et la critique de Camus reste néanmoins puissante lorsqu'elle vise la mauvaise foi intellectuelle. Le moment où l'on prétend avoir démontré une vérité que l'on a eu en réalité choisie, parce qu'elle nous rassurait. Son exigence est celle en réalité de la lucidité, ne pas transformer un besoin psychologique en preuve philosophique. Et donc si Camus refuse le suicide physique et le saut métaphysique, que reste-t-il ? Eh bien,
il reste la possibilité de vivre sans appel. Donc vivre sans appel signifie renoncer à demander à une puissance supérieure de justifier notre existence. Encore une fois, cela ne veut pas dire vivre sans valeur, sans amour ou sans engagement. Ça signifie vivre sans garantie ultime. Nous agissons sans savoir si l'histoire donnera raison à nos efforts. Nous aimons sans pouvoir assurer que l'amour durera. Nous créons des œuvres qui seront peut-être oubliées. Nous luttons pour des principes qui peuvent être vaincus, mais nous continuons. Et cette absence de garantie change la nature de l'existence. L'homme absurde ne vit plus en vue d'une récompense, située au-delà de la vie. Il ne sacrifie pas le présent à une éternité hypothétique. Il ne demande pas que chaque souffrance reçoive une compensation, il cherche à épuiser lucidement les possibilités de l'existence. Et le mot « épuiser » ici ne signifie pas consommer frénétiquement toutes les expériences. Camus ne propose pas une philosophie de la distraction permanente, il s'agit en réalité plutôt de vivre sans réduire l'existence à une préparation. Et beaucoup de vies, par exemple, sont vécues comme des salles d'attente. Nous supportons le présent en pensant qu'un jour, la vraie vie commencera. Lorsque nous aurons davantage d'argent, lorsque nous aurons rencontré la bonne personne, lorsque nous aurons changé de ville, lorsque nous aurons obtenu la reconnaissance espérée, lorsque nous serons plus anxieux, lorsque les circonstances seront enfin parfaites. Mais le présent imparfait n'est pas le vestibule de la vie, il est la vie elle-même. Et vivre sans appel, c'est refuser de remettre indéfiniment l'existence à plus tard. Et il est important désormais de parler de la révolte, puisque le premier effet de l'absurde, c'est la révolte, justement. Dans le mythe de Sisyphe, la révolte n'est pas encore principalement politique, elle désigne une attitude existentielle. L'homme révolté sait que le monde ne répond pas à son désir de sens, mais il refuse de se résigner. Il ne nie pas l'absurde, il ne le résout pas artificiellement, il le maintient devant lui. La révolte, finalement, consiste à dire « je sais que je mourrai, je sais que mes actions ne possèdent pas de garantie éternelle, mais je choisis néanmoins délibérément de vivre et d'agir. Et ce choix doit être renouvelé. » La révolte n'est donc pas une victoire définitive obtenue une fois pour toutes. Nous ne découvrons pas un matin une formule magique qui nous libérerait de toutes les inquiétudes. La conscience de l'absurde revient, la fatigue revient, la peur revient, l'impression de répétition revient. Il faut alors recommencer à vivre sans se mentir. La révolte est quotidienne. Elle ne promet pas la sérénité absolue, elle produit une forme de dignité. L'homme ne peut pas contraindre l'univers à lui répondre, mais il peut refuser de se laisser écraser par son silence. Il ne choisit donc pas les conditions fondamentales de son existence. Par exemple, il n'a pas choisi de naître, il n'a pas choisi d'être mortel, il n'a pas choisi son siècle de vie, ni la société dans laquelle il vit, ou encore la famille dans laquelle il est apparu. En tout cas, ce qu'il peut choisir, c'est l'attitude qu'il adopte et va adopter à l'intérieur de toutes ses limites. Encore une fois, cette idée ne doit pas être transformée en slogan naïf. Nous ne contrôlons pas tout. Nous n'avons pas le contrôle de la maladie, de la pauvreté, de la violence politique, des déterminations sociales, et tout ça réduise réellement la liberté. Camus ne nie pas ces contraintes, il affirme seulement qu'une marge de réponse subsiste tant que la conscience demeure. Et donc, même emprisonné, dans une condition qu'il n'a pas choisie, l'être humain peut tenter de ne pas consentir intérieurement à son écrasement. La découverte de l'absurde produit également une forme de liberté, puisqu'avant cette découverte, l'individu peut organiser sa vie en fonction d'un sens supérieur. Il doit devenir quelqu'un, réussir selon certaines normes, accomplir une mission, correspondre à un modèle social, religieux ou familial. Mais quand cette garantie ultime disparaît, eh bien, ces impératifs perdent là aussi une partie de leur autorité. La question finalement devient moins « quelle vie dois-je accomplir pour être conforme à un ordre supérieur ?» Mais cette question devient davantage « comment vais-je vivre dans le temps limité qui m'est donné ?» Certes, cette liberté n'est pas confortable, elle retire les excuses autant que les chaînes. Si aucun scénario n'est écrit, eh bien nous ne pouvons plus nous contenter de jouer le rôle qui nous aurait été attribué. Nous devenons alors responsables de nos choix, même lorsque ceux-ci sont fragiles et révisables. Camus ne propose pas pour autant une liberté sans limite morale.
On pourrait être tenté de raisonner ainsi. Si rien n'a de sens, alors tout est permis. Mais ce raisonnement confond l'absence de fondement absolu avec l'absence de conséquences, car nos actes touchent des êtres réels. La souffrance d'une personne reste une souffrance, même si l'univers ne possède pas de tribunal métaphysique. Et la liberté absolue n'est pas la licence de détruire. Dans l'évolution ultérieure de Camus, notamment dans L'homme révolté, cette intuition deviendra plus explicitement morale et politique. La révolte véritable découvre une limite. En refusant d'être traité comme une chose, je reconnais implicitement que les autres ne doivent pas non plus être réduits à des choses. La pensée de l'absurde contient donc déjà une ouverture vers la solidarité. Si nous sommes tous mortels, exposés au même silence, à la même fragilité, cette condition commune peut devenir la base d'une fraternité terrestre. Le troisième effet de l'absurde, selon Camus, c'est la passion. Camus emploie ce terme pour désigner une intensification de l'existence. Lorsque nous cessons d'attendre une justification future, le présent acquiert une densité nouvelle. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de rechercher des sensations toujours plus fortes. L'accumulation compulsive d'expériences peut devenir une autre manière de fuir. Mais on peut remplir chaque minute pour éviter de penser. On peut voyager, séduire, travailler ou consommer avec une frénésie sans jamais être véritablement présent. Et donc la passion camusienne suppose au contraire la conscience. C'est-à-dire que l'expérience doit être vécue sans illusion sur sa durée. Aimer, en sachant que l'amour est fragile, créer, en sachant que l'œuvre peut disparaître, agir, en sachant que l'action ne sera jamais parfaite, puisque la limitation ne diminue pas nécessairement la valeur, elle peut l'augmenter. Un moment est précieux précisément parce qu'il ne se répétera pas à l'identique. Une personne est précieuse parce qu'elle n'est pas remplaçable à l'infini. Une existence est précieuse parce qu'elle est finie. Et donc l'homme absurde ne demande pas que le présent devienne éternel, il cherche à lui être fidèle pendant qu'il existe. Et au cours de cet ouvrage, Camus présente également plusieurs figures de l'homme absurde. Alors, évidemment, ces figures ne sont pas proposées comme des modèles moraux à imiter, littéralement, mais ces figures illustrent différentes manières d'épuiser les possibilités de l'existence. La première, c'est Don Juan. Don Juan, on le sait, il aime successivement plusieurs femmes. Alors, il ne recherche pas nécessairement un amour éternel, mais il accepte la pluralité, la finitude des expériences. Camus voit en lui un homme qui ne prétend pas transformer chaque passion en absolu. Alors, cette figure est évidemment contestable, le Don Juan réel peut mentir, manipuler, utiliser les autres. On ne peut pas transformer l'intensité de son désir en justification morale, mais derrière ça, l'intérêt philosophique de la figure se trouve ailleurs, puisque Don Juan refuse l'idée qu'un amour n'aurait de valeur que s'il durait éternellement. Une relation peut être vraie sans être définitive, par exemple. La deuxième figure, c'est l'acteur, puisque l'acteur vit plusieurs existences en quelques heures. Il devient roi, mendiant, criminel, ou probablement même un saint, et chaque rôle est intense, mais provisoire. Le théâtre, par exemple, condense ainsi la condition humaine. Nous jouons tous des rôles sociaux, mais l'acteur, lui, il sait explicitement qu'il joue. Et cette conscience l'empêche de confondre complètement son identité avec le personnage. La troisième figure, c'est le conquérant. Il choisit l'action historique tout en sachant que les victoires sont provisoires. Cette figure paraît encore une fois plus dangereuse car la conquête peut facilement justifier la violence. Là encore, Camus ne célèbre pas nécessairement l'empire ou la domination, il s'intéresse surtout à l'homme qui agit sans croire que l'histoire offrirait une réconciliation finale. Et donc ces trois figures partagent en réalité une même caractéristique. C'est qu'aucune ne cherche à abolir la finitude. Ils vivent finalement dans la multiplicité, le présent et la conscience des limites. Nous avons également la création artistique qui occupe une place centrale dans la réponse de Camus. L'artiste absurde ne prétend pas expliquer définitivement le monde, il le décrit, il lui donne des formes, il multiplie les perspectives. Créer, par exemple, selon lui, c'est reconstruire symboliquement une réalité que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. Le roman, par exemple, peut montrer plusieurs consciences sans les réduire à une théorie unique. Le théâtre, lui, peut faire exister des conflits sans les résoudre. La musique peut donner une forme sensible à ce qui ne possède pas de langage conceptuel.
En revanche, Camus refuse que l'œuvre devienne une consolation métaphysique. L'artiste ne doit pas fabriquer artificiellement une unité que l'expérience ne lui donne pas. Il ne doit pas transformer le roman en démonstration destinée à prouver que tout arrive pour une raison. La création absurde reste fidèle à la contradiction. Elle montre la beauté et la souffrance, la grandeur et le ridicule, et le désir de vivre et la certitude de mourir. Et cette pensée permet de comprendre pourquoi Camus accorde une telle importance à Dostoïevski. Puisque les personnages de Dostoïevski vivent des crises métaphysiques extrêmes. Ils cherchent Dieu, ils cherchent la liberté absolue, ils cherchent le salut ou la justification du crime. Mais selon Camus, Dostoïevski recule finalement devant certaines conséquences de l'absurde, puisque après avoir conduit ses personnages jusqu'au bord du vide, il réintroduit la foi et l'espérance chrétienne. Et Camus admire donc profondément Dostoïevski tout en contestant sa conclusion. Dostoïevski pose peut-être avec le plus de force la question de l'absurde, mais en tout cas il ne donne pas la réponse que Camus souhaite conserver. Et nous arrivons maintenant à la figure qui donne son titre à l'essai. Dans la mythologie grecque, Sisyphe est condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et chaque fois qu'il approche du but, la pierre retombe et il doit redescendre et recommencer. Son châtiment paraît représenter la forme parfaite de l'inutilité. Aucun progrès, aucun accomplissement définitif, aucune délivrance. Seulement, finalement, la répétition d'un effort dont le résultat est toujours annulé. Sisyphe ressemble ainsi à l'homme moderne, quelque part enfermé dans la routine. Il travaille, il accomplit une tâche, puis il recommence, les objets s'usent, les maisons doivent être entretenues, le corps doit être nourri, les problèmes résolus laissent place à d'autres problèmes. Même les plus grandes réalisations finissent par être dépassées, oubliées ou même détruites. Pourquoi continuer à pousser le rocher ? Et Camus déplace cependant le centre du mythe. Selon lui, le moment le plus intéressant n'est pas celui où Sisyphe pousse la pierre, c'est celui où il redescend la montagne. Pendant cette descente, il est conscient. Il sait que le rocher est retombé. Il connaît l'inutilité de sa tâche. Il sait qu'il devra recommencer. Cette conscience pourrait constituer son malheur absolu, mais elle devient aussi sa puissance. Les dieux contrôlent sa condition extérieure. Ils ne contrôlent pas entièrement son jugement. Sisyphe ne peut pas quitter la montagne. Mais en tout cas, il peut comprendre son destin et cesser d'attendre une délivrance. À partir du moment où il renonce à l'espoir d'une autre vie, son châtiment perd une partie de son pouvoir. L'espoir, finalement, peut parfois soutenir l'existence. Mais dans le cas de Sisyphe, espérer la fin du supplice signifie demeurer intérieurement dépendant des dieux. Tant qu'il attend leur pardon, eh bien, il reste les maîtres de son bonheur. Lorsqu'il accepte que le rocher retombera toujours, il reprend possession du seul domaine qui lui reste, sa conscience. Et c'est dans ce sens que Camus affirme qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Cette conclusion est évidemment célèbre, mais elle demeure problématique. Pourquoi Sisyphe serait-il heureux ? La connaissance de son malheur suffit-elle à le transformer en bonheur ? Accepter une condition injuste ne risque-t-il pas de devenir une forme de résignation ? Évidemment, on pourrait reprocher à Camus d'esthétiser la souffrance. Un ouvrier soumis à un travail destructeur n'est pas libéré simplement parce qu'il devient conscient de son exploitation. Une personne emprisonnée dans la misère ne devient pas heureuse parce qu'elle renonce à espérer une amélioration. La lucidité, en réalité, ne supprime pas les conditions matérielles, et cette objection est là encore une fois importante, puisque la pensée de Camus ne doit pas être utilisée pour demander aux individus de supporter passivement l'inacceptable. Le rocher de Sisyphe représente d'abord les limites irréductibles de la condition humaine. La mort, le temps et l'absence de sens garanti. Mais tous les rochers ne sont pas naturels. Certains sont placés sur les épaules des hommes par des institutions, des tyrans ou des systèmes économiques. Et ces rochers-là peuvent, et même doivent, être combattus. Et donc la révolte de Camus n'est donc pas une invitation à accepter toutes les situations. Évidemment, elle consiste avant tout à distinguer ce que nous ne pouvons pas abolir de ce que nous devons et de ce que nous avons le devoir de transformer. Nous ne pouvons pas supprimer la mortalité, nous ne pouvons en revanche lutter contre le meurtre, nous ne pouvons pas empêcher toute souffrance, mais nous pouvons combattre la souffrance évitable, nous ne pouvons pas obtenir une justice cosmique parfaite, en revanche, on peut construire des institutions moins injustes, selon lui en tout cas, et le bonheur de Sisyphe n'est pas
contentement passif, il correspond à une indépendance intérieure. Sisyphe ne dit pas que sa tâche est bonne, il refuse simplement que cette tâche définisse entièrement la valeur de son existence. Et le bonheur dont parle Camus n'est pas un état permanent de satisfaction, il ne s'agit pas du bonheur publicitaire composé de confort, de réussite et d'émotions positives continues, c'est un bonheur tragique, il contient la connaissance de la perte. Et l'homme heureux, selon Camus, n'est pas celui qui ignore la mort, c'est celui qui peut aimer la vie tout en sachant qu'il la perdra. Et cette position rappelle certaines traditions antiques, notamment les philosophies qui cherchaient à libérer l'être humain de la peur de la mort. Mais Camus se distingue d'une sagesse fondée sur l'apaisement complet des désirs. Il ne veut pas supprimer l'attention, il veut vivre avec elle. Et la conscience de la mort n'a-t-elle pas le désir de vivre ? Elle l'intensifie. Le bonheur et l'absurde ne sont donc pas contradictoires, ils peuvent naître d'une même expérience. Je sais que cet instant disparaîtra, et c'est précisément pourquoi je lui accorde toute mon attention. Je sais que cette personne est mortelle, et donc c'est précisément pourquoi sa présence possède une valeur incomparable. Je sais que mon œuvre sera imparfaite, et c'est précisément pourquoi je dois la commencer maintenant. Le bonheur absurde n'efface pas la tragédie, mais il lui répond. Et une analyse aussi pointue ne doit pas seulement exposer une philosophie, elle doit aussi en examiner les limites. C'est-à-dire que la première difficulté concerne la possibilité réelle de vivre constamment dans la lucidité. Camus semble parfois présenter la conscience claire comme une attitude durable. Mais l'être humain ne peut probablement pas vivre chaque minute en pensant à la mort, à l'absence de sens et à la fragilité de ses projets. Nous avons évidemment besoin d'habitude et nous avons besoin d'oublier momentanément certaines vérités. Nous avons besoin de projets qui nous absorbent suffisamment pour que nous ne remettions pas sans cesse leur valeur en question. La conscience de l'absurde elle-même doit être donc intermittente. Elle éclaire l'existence, mais elle ne peut pas nécessairement constituer son climat permanent. La deuxième difficulté concerne la morale. Si aucune valeur transcendante n'est garantie, alors sur quoi fonder l'interdiction du meurtre ou l'obligation de respecter autrui ? Dans le mythe de Sisyphe, là aussi, cette réponse reste encore incomplète. Camus insiste sur l'expérience individuelle de la révolte, de la liberté et de la passion. Il développera d'ailleurs plus tard une morale de la limite et de la solidarité, mais je veux dire, le passage de l'absurde à la morale n'est pas automatique. Un individu pourrait reconnaître l'absence de sens et choisir la domination plutôt que la solidarité. Il faut donc ajouter un principe, c'est que ma liberté ne peut pas se construire sur la négation de l'existence d'autrui. La troisième difficulté, elle en revanche, concerne la foi. Camus interprète souvent la religion comme une fuite hors de l'absurde. Mais une foi consciente de l'incertitude peut-elle être réduite à une simple esquive ? Certains croyants acceptent le doute, l'absence de preuves et le silence apparent du monde sans prétendre posséder une réponse totale. La frontière entre l'espérance et la fuite n'est peut-être pas aussi simple que Camus le suggère. Enfin, la pensée de l'absurde peut être socialement située. Il est évidemment plus facile de contempler l'absence de sens lorsque les besoins élémentaires sont satisfaits. Celui qui manque de nourriture, de sécurité ou de soins ne se demande pas toujours si l'univers possède une signification, il cherche d'abord à survivre. L'absurde ne remplace donc pas l'analyse des conditions matérielles, sociales et politiques. Il décrit plutôt une dimension de l'existence humaine, mais non sa totalité. Et malgré ses limites, le mythe de Sisyphe demeure profondément actuel. Nos sociétés ont développé des moyens techniques considérables, mais elles ne répondent pas nécessairement mieux à la question du sens. Nous pouvons évidemment communiquer instantanément avec des personnes situées à l'autre bout du monde, mais nous pouvons éprouver une solitude radicale. Nous disposons de distractions permanentes, mais cette abondance ne supprime pas l'ennui. Nous sommes même invités à construire une identité, à développer une carrière, à entretenir notre corps, à voyager et puis à optimiser chaque aspect de notre existence. Mais cette obligation de réussir sa vie peut elle-même devenir absurde puisque l'individu contemporain doit se présenter comme un projet rentable. Il doit transformer ses goûts en compétences, ses expériences en contenu, ses relations en réseau et son temps en productivité. Et même le repos doit être utile puisqu'il doit permettre de mieux travailler ensuite. Et donc dans cette logique, l'existence entière risque de devenir un moyen en vue d'un résultat qui finalement recule continuellement. Camus nous rappelle même que la vie ne peut pas être
intégralement justifié par sa rentabilité. À un moment, n'a pas besoin de produire quelque chose pour avoir de la valeur. Une promenade peut être tout à fait inutile et une conversation peut ne déboucher sur aucun avantage. Et même chose pour une œuvre, hein, elle peut être créée sans rencontrer le succès. Donc, une existence peut être digne sans correspondre aux critères dominants de la réussite. Et le refus d'un sens imposé peut donc ainsi devenir une forme de résistance à la transformation de toute vie en performance. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est justement comment vivre avec l'absurde, puisqu'il serait contraire à la pensée de Camus de transformer son essai en méthode de développement personnel. Il ne propose pas, et même est loin de proposer, 5 exercices permettant de devenir heureux, mais nous pouvons néanmoins tirer de son œuvre quelques orientations. La première consiste à ne pas exiger de l'existence une garantie qu'elle ne peut pas nous donner. Nous voulons parfois savoir avec certitude que notre choix est le bon, que notre relation durera ou que notre travail sera reconnu. Mais cette certitude n'existe pas et agir suppose toujours une part de risque. La deuxième orientation consiste à ne pas reporter toute vie à l'avenir. Préparer demain est évidemment nécessaire, mais le futur ne doit absolument pas dévorer le présent. Et donc une existence exclusivement consacrée à préparer une vie future peut finir sans avoir réellement commencé. La troisième consiste à distinguer l'absence de sens absolu de l'absence de valeur. Je peux reconnaître que l'univers ne m'a confié aucune mission, tout en décidant que certaines choses méritent mon attention. La quatrième consiste à ne pas transformer la lucidité en cynisme. Comprendre que tout est fragile ne signifie pas qu'il faut mépriser les sentiments ou les engagements et même les idéaux. Le cynisme d'ailleurs, c'est même parfois une manière de se protéger contre la déception. Celui qui affirme que rien ne vaut la peine, finalement ne risque plus d'échouer dans ce qu'il entreprend. La révolte camusienne est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'elle engage et elle consiste à s'engager sans garantie. Et enfin, la cinquième orientation consiste à accepter que le rocher revienne. Certains problèmes ne seront jamais définitivement réglés et nous devrons régulièrement nettoyer, recommencer, réparer, travailler, pardonner et a fortiori reconstruire. Et donc la répétition n'annule pas nécessairement la valeur. La musique elle-même repose sur la répétition, les saisons aussi. Elles recommencent, les repas reviennent. Les conversations quotidiennes peuvent sembler ordinaires, mais elles constituent là aussi l'essentiel d'une vie commune. Donc le problème n'est peut-être pas toujours que le rocher redescende. Le problème, c'est surtout de croire que le bonheur ne pourra commencer que lorsqu'il restera définitivement au sommet. Et donc, le mythe de Sisyphe, donc cet essai de Camus, part d'une question brutale. Pourquoi continuer à vivre dans un monde qui ne nous fournit aucune justification définitive ? Là encore, Camus refuse 2 échappatoires. Il refuse d'abord de conclure que l'absence de sens impose la mort, puisque le suicide, il supprime la confrontation, mais il ne résout absolument pas l'absurde. Il refuse ensuite d'inventer une transcendance uniquement pour calmer notre inquiétude, puisque le besoin de sens ne prouve pas l'existence d'un sens supérieur. Et donc il reste alors une troisième voie, c'est vivre sans appel. Cela signifie donc maintenir la contradiction entre notre désir de comprendre et le silence du monde. C'est-à-dire ne pas nier notre besoin de sens, ne pas prétendre que le monde y répond, et continuer malgré tout. Et la réponse de Camus repose sur 3 conséquences. Premièrement, la révolte. Deuxièmement, la liberté. Et troisièmement, la passion. La révolte, ça consiste à ne pas consentir intérieurement à l'écrasement. La liberté, ça consiste à vivre sans scénario métaphysique imposé. Et puis la passion, ça consiste à accorder au présent toute sa densité, précisément parce qu'il est limité. Et Sisyphe devient la figure de cette attitude. Son rocher retombera, il le sait. Son effort ne construira aucun monument éternel, il le sait également, mais la conscience de sa condition lui permet d'ailleurs plutôt de ne plus dépendre d'un espoir extérieur. Et donc il ne devient pas maître de la montagne, mais il devient maître du regard qu'il porte sur elle. Et donc cette philosophie ne supprime pas la souffrance, elle ne prétend pas évidemment que toutes les situations sont acceptables, elle ne remplace ni la politique, ni la morale, ni les relations humaines. Néanmoins, elle formule une exigence plus élémentaire, c'est-à-dire ne pas mentir sur notre condition. Oui, nous sommes mortels, oui, nos œuvres sont fragiles, oui, nos amours peuvent disparaître,
Oui, nos efforts ne sont pas garantis par une justice cosmique, et pourtant, nous pouvons créer, nous pouvons aimer, nous pouvons nous révolter contre la souffrance évitable, nous pouvons défendre des êtres qui ne vivront pas éternellement, nous pouvons pousser le rocher en sachant qu'il retombera. Ça, voilà. Et le bonheur de Sisyphe ne vient pas de l'ignorance, il vient du fait qu'il ne demande plus à l'univers la permission de vivre. Peut-être est-ce finalement cela la réponse de Camus, c'est-à-dire que la vie ne mérite pas d'être vécue parce qu'une vérité supérieure nous assurerait qu'elle possède un sens. Elle peut mériter d'être vécue parce qu'elle est là devant nous, limitée, imparfaite et sans répétition possible. Et la question n'est alors plus seulement quel est le sens de la vie, elle devient plus concrète, c'est que pouvons-nous faire de cette vie maintenant que nous savons qu'aucune réponse définitive ne viendra l'accomplir à notre place. Le rocher est devant nous, la montagne aussi. Nous pouvons maudire éternellement le chemin. Nous pouvons attendre un miracle qui ne viendra peut-être pas. Et nous pouvons là aussi commencer à pousser lucidement sans confondre l'absence de garantie avec l'absence de valeur. Et donc dans cet effort recommencé, fragile et conscient, découvrir peut-être une forme de liberté, non pas le bonheur de celui qui croit que tout finira bien, mais plutôt celui de l'homme qui sait que rien n'est promis et bien qui choisit néanmoins de vivre.